Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire un peu spécial qui est un webinaire d'actualité. C'est rare qu'on en fasse, mais on s'est dit que là, il y avait vraiment un vrai sujet. Donc je me présente, je suis Marine Broglie, je suis la fondatrice de DPO Consulting et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée par un autre interlocuteur. Je t'en prie, Martin. Bonjour à tous, Martin Deloy, donc consultant du pôle international de DPO Consulting. Alors donc merci d'être avec nous aujourd'hui. Le sujet qu'on va évoquer un petit peu en détail aujourd'hui, c'est RGPD et AI Act sous tension, parce qu'en fait, initialement, j'avais juste mis le RGPD, puis en réalité, en creusant le sujet, je me suis rendu compte que c'était un petit peu dommage de passer à côté du point concernant l'AI Act, pour la simple et bonne raison que ce texte entre en application par tranche, que certaines tranches, là, sont déjà en application, notamment l'article 4 depuis le mois de février 2025 et celui-ci est modifié. Donc, ça me semblait un petit peu important qu'on revienne un peu en détail dessus. Alors, si on passe à la slide suivante, les sujets qu'on va évoquer, c'est d'abord une introduction, que vous ayez une vision globale de ce qui va changer avec ce paquet omnibus. Ensuite, on va s'attarder sur quelques points du RGPD, quelques points de l'AI Act. On fera un focus sur ce qui va changer en matière de DPIA et de violation de données. Et il sera déjà l'heure d'aller manger et de conclure notre sujet du jour. Donc, pour rappel, évidemment, ce webinaire est organisé par DPO Consulting et MyDPO. Et donc, notre société ne fait que du conseil en conformité réglementaire applicable à la donnée. Données avec tous les sujets d'une façon générale, RGPD, data, IA et puis aussi cybersécurité. Donc si on passe à la slide suivante, en petite introduction, je voudrais juste rappeler au préalable que ce texte, ce paquet omnibus, il va évidemment faire l'objet de beaucoup de discussions. On va en parler par la suite et il n'est pas du tout entré en application à l'heure actuelle. L'objectif, c'est d'abord de détricoter et de comprendre un petit peu ce qu'il y a dans ce texte. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas que le RGPD et l'AI Act qui vont être impactés par ce paquet. Il y a aussi tous les volets CSRD, il y a aussi un volet qui concerne NIS2. Enfin, vraiment, pour le coup, c'est un pacte de simplification globale réglementaire européen et pas uniquement appliqué à la protection des données et l'usage de données à caractère personnel. Donc, aujourd'hui, on fait un focus sur ces points-là, mais je voulais quand même rappeler que on n'aura pas le temps, évidemment, en 1 heure de faire le tour de ce texte qui est long, fastidieux à lire. Je pense que Martin peut en parler également. Mais voilà, on ne se concentrera que sur ces 2 aspects principaux. Donc déjà, si on part sur la réforme du RGPD, Martin, pourquoi et comment? Alors, déjà, effectivement, commençons par le RGPD. La Commission commence déjà sa proposition de règlement en soulevant plusieurs problèmes. Elle dit, OK, j'ai un ensemble de problématiques à régler, je vais essayer de les résoudre avec ce texte. Et on a déjà forcément la charge financière de la conformité. Parce que la conformité RGPD, c'est de la documentation, du personnel, des activités lucratives qu'on s'interdit. On a aussi bien sûr le frein à l'innovation IA, parce que l'IA sont des outils qui vont consommer beaucoup de données personnelles. Alors est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas, on se limite, on va réduire un petit peu les possibilités de ces nouveaux outils. Et autre élément, forcément, la complexité législative croissante, c'est-à-dire que on a toute une flopée de réglementations européennes et nationales, ce qui fait que les acteurs du secteur ont un petit peu des difficultés à s'y retrouver, c'est bien normal. L'idée, c'est essayer de les harmoniser, de les rendre un petit peu plus cohérents les uns avec les autres et de faciliter la lecture. 2 dernières raisons qui vont être l'hétérogénéité des règles entre les États membres, parce que forcément, il y a un phénomène de morcellement du RGPD avec les autorités locales qui vont prendre certaines décisions, adopter certaines doctrines, pas forcément en cohérence, ce qui fait que sur un marché européen, ça fait un petit peu désordre, forcément. Et dernier élément, on a la fatigue du consentement, qui n'a pas été, ma foi, exaspéré par les bandeaux cookies à répétition. Donc ça, effectivement, c'est un point qu'il voudrait régler.
En réponse à tous ces problèmes, la Commission va proposer plusieurs types de mesures. Sur le RGPD, je parle bien. On a déjà réduire le champ d'application du RGPD. Donc ça, c'est assez important, assez radical. On va l'aborder un petit peu plus tard. On a la création de régimes d'exception IA. Donc là, presque une remise en cause du caractère techno-agnostique du RGPD. On va créer des exceptions spécifiquement pour certains systèmes. On va restreindre certains droits des personnes. On va limiter le recours du consentement. On va harmoniser à l'échelle de lieu, donc ça généralement c'est bienvenu, et assouplir certaines obligations ici et là. Donc forcément, et surtout on l'a vu ces dernières semaines, la levée de bouclier assez importante qui a répondu alors d'abord à la fuite du premier document, et ensuite à la proposition qui a différé un petit peu avec la fuite. Donc clairement sur la semaine de battement, ils ont fait des modifications en urgence, preuve que la levée de bouclier a quand même été entendue. Et ces critiques portent sur presque un détricotage complet du RGPD. Alors, on va le voir, ce n'est pas forcément le cas. Des incohérences avec tout le corpus juridique qu'il y a autour, donc tout ce qui est Conseil de l'Europe, toute la jurisprudence de la CJUE, la Charte des droits fondamentaux, qui est un petit peu plus vague, qui était interprétée par la CJUE, et forcément, l'insécurité juridique qui découle de ces incohérences, de cette incertitude, avec un Schrems 2, un Schrems 3, un Schrems 4, etc. Alors, Schrems 2 est déjà sorti, ce sera plutôt un 3 et 4. Ok, donc ça, c'est les motifs et les réponses apportées par la Commission à ces différentes problématiques. Je propose de passer à l'IA Act. Marine, je te laisse. Alors effectivement, il y a un deuxième document qui est passé un petit peu plus inaperçu, puisqu'en réalité, il n'était pas dans la proposition de texte, c'est une annexe. En fait, il y a 3 documents sur le site de la Commission. Il y a la proposition en elle-même, il y a une annexe, et puis il y a un document un petit peu particulier qui s'appelle document de travail, qui est effectivement un document de travail qui serait complémentaire à l'AI Act. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est l'AI Act, c'était quand même juste hier. Pourquoi déjà une réévaluation du texte et une modification, vous allez le voir, qui est quand même assez structurante pour plusieurs raisons. Et la première d'entre elles, qui est assez évidente, c'est qu'aujourd'hui, on vous demande de vous mettre en conformité avec un texte sur lequel on n'a aucun standard harmonisé. C'est-à-dire que toutes les guidelines qui devaient sortir sortent soit la veille de l'entrée en application d'une obligation. Je rappelle qu'on a eu les guidelines sur la définition de qu'est-ce qu'un système d'intelligence artificielle le 2 février pour le 1er février pour le 2 février. Donc en fait, on est toujours dans une espèce de course à la création de ces standards et de ces guidelines. Et donc, finalement, on ne laisse pas aux entreprises, on les met de facto dans une situation où elles ne sont pas en mesure de se mettre en conformité et de respecter leurs obligations, puisque les guidelines arrivent parfois même après l'entrée en application du morceau de texte correspondant. Ensuite, on a une vraie problématique, c'est que les autorités nationales sont complètement fragmentées. Il n'y a qu'à voir la proposition qu'on a eue pour la France, où on a plus d'une dizaine d'autorités qui interviendraient sur le sujet, sachant que dans d'autres pays, on va avoir une autorité particulière au niveau national. Donc, en fait, la façon de mettre en œuvre l'AI Act a été très mal comprise par chacun des pays. Et donc, l'idée, c'est un petit peu de prendre du recul et de se dire, bon, concrètement, qu'est-ce qu'on peut proposer ou simplifier, puisque en l'occurrence, les articles qui étaient appliqués sur ces sujets-là étaient particulièrement complexes. Qu'est-ce qu'on peut proposer sur le sujet? Enfin, on a un cadre qui est extrêmement contraignant pour des TPE-PME. Si je suis une start-up qui a décidé de développer un système d'intelligence artificielle et qui va donc avoir une casquette de fournisseur sur un sujet qui est lié au recrutement ou des sujets qui seront liés, par exemple, à la santé ou aux biotechnologies, autant vous dire que la mise en œuvre est quasiment du domaine de l'impossible, puisque je vais avoir un système de management de la qualité des SIA à mettre en place qui est digne d'un ISO 42001. Donc concrètement, une organisation et une gouvernance qui n'est pas du tout adaptée à une start-up. Donc il y a une réflexion qui est à mettre en place et c'est tout à fait souhaitable et louable. Moi, là, pour le coup, je suis assez fan de ce document de travail parce que je trouve qu'il remet un peu de réalisme et un peu moins d'hypocrisie dans ce qu'on va imposer à des TPE-PME. Donc l'idée, ça va être, vous l'avez compris, d'assouplir le calendrier, d'étendre des régimes un petit peu allégés qui étaient prévus dans le cadre du texte
et puis de renforcer les pouvoirs et la gouvernance autour de l'AI Office au niveau européen pour avoir une stature internationale un peu plus, comment dirais-je, cohérente. Ensuite, sur la chronologie de la procédure, si on passe à la slide suivante, il faut avoir en tête que le texte, il n'est pas pour tout de suite et que ça se trouve, enfin, ça se trouve, c'est même tout à fait certain, on va avoir des morceaux de l'AI Act qui vont entrer en application et des obligations qui vont entrer en application avant même la validation de cette proposition de règlement. Alors sur le RGPD, c'est moins gênant, mais par contre sur l'AI Act, c'est un petit peu plus gênant parce qu'en fait, finalement, on va avoir une phase de zone grise dans laquelle le texte est encore en discussion, mais en réalité, on a des obligations qui s'appliquent déjà. Donc aujourd'hui, on a passé la phase des consultations de la commission. Vous avez eu une première proposition de règlement qui est donc intervenue le 19 novembre dernier. On en est là. En moyenne, il faut compter environ 12 mois avant un premier vote au Parlement européen. Puis ensuite, on aura un premier vote au moment du Conseil. On aurait beaucoup de chance si à ce moment-là, il y a une adoption possible. Et sur ce premier vote du Conseil, on est sur un objectif qui est à mi-2027. À partir de ce moment-là, c'est pas terminé, il y a toutes les navettes, parce qu'évidemment, chacun va proposer ses amendements. C'est comme sur le budget 2026, on n'est pas du tout à l'abri que d'ici la fin de l'année, on ait une validation. C'est un peu la même idée. Vous risquez d'avoir beaucoup de navettes, et alors là, on parle de N, parce on ne sait plus en quelle année on sera. On sera peut-être en 2028, voire en 2029. On aura une adoption, voire une entrée en vigueur immédiate pour la majorité du texte. Et puis pour certains éléments, on aura des entrées en vigueur qui peuvent se faire par paquet, comme pour l'AI Act. Et là, on peut parler de N plus 18 ou 24. Donc concrètement, tout ce qu'on se dit, c'est qu'on ne sera pas avec ce texte-là avant 2028. Or, je rappelle que toutes les dispositions, quasi, enfin 80% des dispositions de l'AI Act, c'est août 2026. Donc c'est demain. Le reste, après, ce qui arrive sur 2027, c'est vraiment des éléments qui sont assez subsidiaires. Donc, ce qui veut dire que je vais avoir un texte comme le RGPD qui va entrer en application. Certaines entreprises, par le risque d'avoir des sanctions, vont peut-être faire des choses dès le départ, alors qu'en réalité, c'était peut-être pas le moment. Je propose, Martin, de te laisser la parole sur le RGPD pour que tu rentres un peu plus en détail. Très bien, merci Marine. Alors, entamons donc sur le RGPD. Alors, ce sont quelques points de changement les plus importants à mon sens. Et je vous propose d'entamer déjà sur peut-être le changement phare de ce texte, qui est la définition des données personnelles. Et donc, cette définition qui va impacter l'intégralité du RGPD. Est-ce que j'y suis soumis ou pas? Forcément assez important. Et on part en fait de notre bonne vieille définition objective qui dit si quelqu'un dans le monde, quelque part, peut un jour réidentifier la personne ou rattacher ses données à la personne, ce sont des données personnelles et je suis soumis au RGPD lorsque je les traite. Ok, donc ça on part de là, plutôt simple. Et on transforme ça en une définition qui est subjective, qui dit si moi, entité qui manipule les données, qui les ai dans les mains, qui les traite, je peux raisonnablement réidentifier la personne, à ce moment-là et à ce moment-là seulement, ce sont des données personnelles pour moi et je dois respecter le RGPD. Alors ça, c'est quand même un changement assez radical. Ça veut dire que dans énormément de cas, lorsque c'est un identifiant unique, lorsque je n'ai légalement pas les moyens de rompre la pseudonymisation, par exemple pour des essais cliniques, par exemple pour une adresse IP dynamique. Dans tous ces cas-là, le RGPD ne s'appliquera plus et je ne serai pas tributaire de toutes ces obligations. Donc effectivement, c'est plutôt radical. Et la conséquence de ça, c'est que pour chacun de mes traitements, moi, entité qui traite des données, je vais devoir regarder au cas par cas, est-ce que les données sont en l'espèce des données personnelles? Est-ce que le RGPD s'applique à moi? Et ça, forcément, ça concerne tous les cas possibles. Donc, les données que je traite en tant que responsable de traitement directement, les données que je donne à traiter par mes sous-traitants, et les données que je traite pour le compte de responsables de traitement. Parce que les données sont modifiées, des fois j'en ai qu'une partie, des fois j'en ai alors qu'elles sont chiffrées, elles sont pseudonymisées. Dans tous ces cas-là,
il faudra se poser la question, est-ce que raisonnablement, moi, je peux réidentifier les personnes? Est-ce que le RGPD s'applique? Et donc ça donne, pour les données de mes salariés, oui, bien sûr, toujours. Un numéro de téléphone, raisonnablement, je peux appeler la personne, je peux réidentifier. Pour des choses un petit peu plus techniques, comme une adresse IP publique, ou un identifiant d'essai clinique que le site d'étude ne me fournira jamais, pour lequel je n'aurai jamais la table de correspondance, le RGPD, normalement, ne s'applique plus. Voilà. Il faudra voir un petit peu comment la jurisprudence viendra dégrossir ce changement, mais concrètement, c'est cela. Ok. Passons sur un changement de transparence. On a l'exception, on avait déjà une exception qui disait si la personne a déjà les informations, je n'ai plus besoin d'informer. Donc, plutôt clair. Et bien là, on la modifie, on supprime déjà cette expression, cette exception de j'ai déjà l'information et on la change en si, dans le cadre d'une relation claire et circonscrite, pour une activité non intensive en données, j'ai des motifs raisonnables de croire que l'identité du responsable de traitement et la finalité sont connus, et sous réserve qu'il n'y ait ni transmission à des destinataires, ni transfert, ni prise de décision automatisée, ni PIA, ça fait quand même beaucoup de conditions, c'est assez complexe, à ce moment-là, je n'ai plus l'obligation d'informer. Alors, je pense que cette exception vise les cas, vraiment les traitements à faible risque. Typiquement, j'appelle un restaurant, je prends rendez-vous pour réserver une table, il note mon nom sur un carnet, c'est un traitement de données. On peut raisonnablement croire que c'est une relation claire et circonscrite, ce n'est pas intensif en données. On rentre vraiment dans ce cas-là. En pratique, je pense que cette exception sera très rarement applicable parce qu'il suffit d'avoir un outil SaaS, un transfert à un sous-traitant d'une manière ou d'une autre, un transfert international parce que je stocke mes données chez AWS quelque part, et je ne peux pas utiliser cette exception. Donc, je pense que c'est peu utilisable, je loue l'intention, mais difficile à employer. Deuxième élément, je trouve ça assez curieux qu'ils aient supprimé la possibilité de ne pas informer lorsque la personne a l'information. C'est-à-dire qu'on peut avoir des cas où la personne a déjà l'information, mais dès lors que j'ai un sous-traitant, il faut quand même que je la réinforme. C'est pas infiniment logique, mais bon. On verra un petit peu comment ça se traduira. Deuxième élément de transparence, c'est une exception pour la recherche scientifique. Alors là, c'est dès lors qu'on travaille un petit peu dans la recherche, problème qu'on a toujours rencontré, j'ai ce vieux jeu de données, j'ai ces vieux dossiers médicaux d'il y a 30 ans, je veux étudier l'évolution d'une maladie rare, mais à l'époque, les personnes, forcément, n'ont pas été informées. Parce que le RGPD n'existait pas sous sa forme actuelle, et ce sont de vieux dossiers, je ne peux pas recontacter les personnes parce que je n'ai pas leurs coordonnées, c'est très difficile à mettre en place. Est-ce que je peux réutiliser ces dossiers médicaux pour à la fois faire de la recherche, produire mon rapport d'analyse? Là, on a une exception qui vient couvrir ce type de cas et qui dit si les données ont été collectées directement, vous voulez les réutiliser pour une finalité scientifique. Alors ça, c'est à rattacher avec la nouvelle définition de recherche scientifique qui a été créée dans le RGPD, qui est un petit peu large. Si j'estime que fournir l'information, c'est impossible ou disproportionné, à ce moment-là, je peux tout simplement mettre l'information à disposition de manière publique, principalement sur un site web, et je peux réutiliser les données et considérer que mon obligation d'information est traitée. Alors, là-dessus, quelques commentaires. Donc, d'une part, ça résout un problème qui est quand même assez commun. Donc, je suis assez content de ça. Pour autant, l'information indirecte, c'est-à-dire la publication sur le site web sans contacter directement les personnes, c'est très inefficace. Donc forcément, on va se retrouver avec beaucoup de personnes concernées qui vont ignorer complètement le traitement et qui n'ont aucun moyen de s'y opposer, d'exercer leurs droits de manière plus large. Bon. Ok, donc ça, c'est nos deux exceptions de transparence, une pour les traitements à faible risque et une pour la recherche scientifique un petit peu plus ciblée. Okay. Passons sur les droits des personnes.
Alors, les droits des personnes, là, on sent qu'il y a un problème très spécifique que la Commission a voulu traiter. Et on a 2 changements principaux. Le premier changement, c'est de dire, OK, pour les demandes d'accès, si on estime qu'elles sont faites pour une finalité autre que la pure protection des données, elles sont abusives et excessives. Et dans ce cas-là, lorsque la requête est excessive ou manifestement fondée, on peut la rejeter ou faire payer une somme à la personne qui demande. Donc là, clairement, on vise, et dans les documents de travail, ça apparaît assez bien, on vise l'ex-employé qui est en litige avec son employeur et qui veut récolter des informations, récolter des preuves pour préparer son dossier pour les prud'hommes. Phénomène qui s'est quand même assez généralisé. Je sais qu'on en rencontre beaucoup auprès de nos clients. Et là, le but, ce serait de dire, OK, si votre but, c'est de nuire à l'entreprise ou de collecter des preuves en prévision d'un litige et pas juste de protéger votre vie privée, à ce moment-là, votre demande d'accès est excessive et elle peut être rejetée. OK, premier élément sur la demande d'accès. Le deuxième élément, c'est une question de preuve. C'est-à-dire que plutôt que démontrer que la requête est excessive, le responsable de traitement devra simplement justifier qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle est excessive. Bon, et je pense que ça se rattache assez bien avec le début du paragraphe, parce que démontrer avec certitude l'intention d'une personne en face, c'est difficile. C'est quand même assez compliqué à mettre en œuvre. Ok. Donc, sur les droits des personnes, des exceptions qui sont taillées vraiment pour des cas précis, fréquents et à mon sens qui ressortent des consultations faites par la commission. Donc, comment est-ce qu'on l'utilise ? Je reçois une demande d'accès. Est-ce que j'ai des motifs raisonnables de croire qu'elle est excessive et notamment qu'elle a une finalité autre que la protection des données ? Donc, je reprends mon exemple. Je suis en litige avec un employé ou un ex-employé, ou je suis en litige avec une personne concernée de manière générale, ou alors cette personne veut juste me faire perdre du temps. Parce qu'une demande d'accès, ça peut être très chronophage, très coûteux. Si j'estime qu'il y a des raisons de croire que c'est pour ces finalités-là, je peux refuser ou exiger un paiement. À l'inverse, si j'ai aucun élément qui me permet de trancher dans un sens ou dans l'autre, il faut se retrouver sur les critères usuels et les guidelines du CEPD en la matière. Ok, donc ça, c'était notre demande d'accès. Les limitations des droits des personnes qui sont faites, forcément, ça attire quelques critiques. Passons maintenant sur les cookies. Alors, les cookies, on a deux phénomènes. On a l'harmonisation et la simplification. C'est-à-dire que dans le système actuel, qui découle de la directive e-privacy, qui n'a jamais été transformée en règlement, je précise que le règlement attend quand même sur les étagères de la Commission depuis 2016. Ça fait un certain temps, je ne pense pas qu'il sorte un jour. Donc, la Commission s'est dit, on va résoudre au moins une partie des problèmes, on va intégrer certaines dispositions de la directive privacy dans le RGPD, et on va les modifier, comme ça on va harmoniser à l'échelle de l'Union européenne. Parce que, encore une fois, vous avez un site web, vous voulez vendre sur le marché intérieur de l'Union européenne, c'est quand même bien d'avoir des règles identiques. Sinon, c'est quand même plus difficile. Donc, on passe de normes actuelles qui sont la directive, un ensemble de lois nationales qui sont un petit peu hétérogènes, avec des doctrines nationales qui sont hétérogènes aussi, et qui donnent un consentement manuel avec le bandeau cookie. Il faut systématiquement avoir les boutons. Alors, de la doctrine qui impose quand même un consentement simple et facile. En pratique, c'est un petit peu moins le cas. Des durées de validité du consentement qui varient en fait selon les autorités. Certaines vous disent 6 mois, d'autres vous disent en fait ça dépend de la finalité. C'est assez peu lisible. Il faut systématiquement faire des recherches dès lors que vous abordez un nouveau marché que vous voulez vendre en Allemagne, en Espagne, en France. Et on a deux types de traceurs qui sont officiellement exemptés de consentement. On a donc effectuer ou faciliter une communication électronique, ou les traceurs qui sont strictement nécessaires à la fourniture du service, notamment ceux qui vous permettent d'afficher la page dans la bonne taille, la bonne résolution, ce genre de choses. Ok.
On passe à un nouveau modèle avec un article 88A qui était intégré au RGPD, un nouvel article, et qui va dire, OK, en fait, le consentement, l'industrie va devoir développer des standards de consentement automatisé qui va permettre de standardiser le consentement depuis votre navigateur ou votre système d'exploitation. L'idée étant d'éviter ces bannières en permanence, dire OK, je suis d'accord pour les traceurs marketing ou je ne suis pas d'accord. On a un consentement ou un refus qui est valable 6 mois minimum. Alors, les autorités ou les lois nationales peuvent bien sûr l'étendre plus longtemps, mais on aura au moins 6 mois. Et on a 2 traceurs additionnels qui sont exemptés de consentement, qui sont les mesures d'audience first party. Donc là, on se rapproche un petit peu de la doctrine de la CNIL qui dit si c'est votre mesure d'audience, qu'il n'y a pas de tiers impliqués et ça ne sert qu'à faire des statistiques, on estime qu'ils sont exemptés de consentement. Et deuxième élément, les traceurs qui permettent la sécurité du service ou du terminal. Donc, on passe vraiment d'une logique d'hétérogénéité, de divergence, avec des coûts de conformité pour les éditeurs de sites web et d'adaptation aux différentes spécificités locales, à vraiment une harmonisation au sein de l'Union européenne, au développement de standards de consentement et à réduction des obligations de consentement pour certains traceurs. En pratique, il y a peut-être une petite critique à apporter à ça, c'est que même si le cadre législatif et l'incitation à ces standards de consentement sont lancés, ces standards n'existent pas. Et toutes les tentatives précédentes de mettre en place des standards, les standards type Do Not Track, ce genre de choses, jusqu'ici ont été assez peu adoptés. Et on attend de voir si véritablement l'IAB et vraiment les géants de l'industrie des traceurs vont pouvoir se mettre d'accord avec les fournisseurs de navigateurs, les fournisseurs de systèmes d'exploitation pour des systèmes uniques ou des systèmes qui interagissent correctement entre eux. Bon, tout ça signifie un peu de simplification, mais quand même, a priori, pas de changements globaux sur les obligations d'une façon générale. Il y a une petite question en ligne avant que je passe au sujet relatif à l'intelligence artificielle. Une petite question qui dit le demandeur devra-t-il donc justifier sa demande d'accès systématiquement? Est-ce que en fait ça revient à inverser la demande de justification? Et finalement, d'une certaine manière, à inverser la charge, quoi. Très bonne question. Alors, en principe, non. En principe, l'exercice des droits n'a pas à être justifié. En pratique, s'il veut être sûr qu'il n'y aura pas s'il veut être sûr qu'il n'y aura pas de problème ou de responsable de traitement qui dira ah non en fait votre finalité elle est X ou Y, ce serait une bonne pratique du côté de la personne concernée de le faire et de dire j'exerce ce droit d'accès pour telle raison. Alors en pratique je ne pense pas que les autorités dans leur doctrine vont accepter ou imposer ce genre de pratique, mais ça reste peut-être plus sûr si vous voulez vraiment exercer vos droits. Merci Martin. Je vous propose qu'on passe au deuxième sujet qui concerne l'AI Act et donc ce fameux petit document complémentaire qui est un peu passé entre les mailles du filet. Alors, peut-être avant d'aller dessus, quelques éléments qui concernent l'intelligence artificielle qui vont finalement être intégrés dans la proposition de modification du règlement, hein, enfin dans cette espèce de paquet omnibus, donc dans cette proposition. Il y a d'abord, enfin il y a 2 points principaux. Un point qui concerne l'intérêt légitime dans le cadre des systèmes d'intelligence artificielle et l'usage de données sensibles sur ces sujets-là. D'abord, peut-être un point qui effectivement est davantage lié au RGPD qu'au pur AI Act, c'est qu'effectivement l'intérêt légitime va être reconnu comme base légale valable dans l'exploitation d'un système d'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? On dit que le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du développement et de l'exploitation d'un SIA peut se fonder sur les intérêts légitimes du responsable de traitement au sens de l'article 6.1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux exploiter ou entraîner mon SIA avec des données non sensibles. Attention, il faut bien s'assurer qu'elles ne soient pas sensibles
après une mise en balance des intérêts légitimes. Donc, encore du travail pour les DPO, puisqu'il va donc falloir rédiger une note d'intérêt légitime. Mais ça, c'est pas pour tout. Il y a quand même des conditions pour en bénéficier et des cas d'exclusion qui sont prévus. D'abord, pour les conditions pour en bénéficier, il y a une obligation de minimisation des données. Ça veut dire qu'il faudra quand même faire une étude pour s'assurer que les données qu'on va collecter sont celles qui sont strictement nécessaires et qu'on ne va pas prendre des choses qui ne seraient pas strictement nécessaires pour entraîner un modèle. Je fais du scrapping, je prends tout ce qui est possible. Ça ne fonctionne pas. Ensuite, il faudra mettre en place des protections contre la régurgitation, c'est-à-dire contre le fait de pouvoir que ces données soient visibles ou en tout cas ressorties par des modèles de façon assez précise. Ensuite, on va avoir une transparence des obligations en matière de transparence qui sont accrues, donc notamment sur l'information des personnes et des usagers quand ils vont utiliser le SIA. Et je dois pouvoir évidemment m'opposer, et ce sans condition, à la collecte de ces données. Donc ça veut dire qu'il faut nécessairement que j'en sois informée. Il faut que je sache que les données que je partage peuvent permettre l'entraînement d'un modèle et auquel cas que je puisse m'y opposer de façon formelle. Il y a des cas qui sont exclus. Si j'ai d'autres dispositions du droit national qui requièrent un consentement, donc typiquement, ça veut dire que là, on va faire un peu de forum shopping au niveau européen. On n'aura pas nécessairement une harmonisation totale de ce qui sera acceptable ou non. Et en plus, si les intérêts sont supplantés par des intérêts ou des droits et libertés fondamentaux de la personne concernée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, votre mise en balance des intérêts légitimes, à partir du moment où on va considérer qu'il y a un des droits fondamentaux qui existe au niveau européen et donc au niveau de la déclaration de la Charte européenne des droits de l'homme, bah, là, pour le coup, vous allez vous retrouver avec la potentielle remise en cause de votre intérêt légitime. On crée une zone de souplesse, mais avec une zone de risque beaucoup plus importante, puisque vous allez faire votre mise en balance des intérêts, vous allez la justifier, la documenter, mais en réalité, elle peut être remise en cause finalement un petit peu à tout moment, à partir du moment où je vais pouvoir justifier que mon intérêt fondamental, de droit fondamental en tant que personne concernée, est supérieur. Donc, très facilement, très facile à remettre en cause. Ensuite, le point suivant qui me semble important, c'est l'autorisation des données sensibles résiduelles. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? C'est quand même là effectivement un léger, enfin pour tout le monde, ça a été un coup de tonnerre, même si c'est pas le sujet dont tout le monde a le plus parlé, mais quand même. Là, les données sensibles résiduelles seraient acceptées dans l'exploitation d'un système d'intelligence artificielle sous réserve de conditions. Donc là, concrètement, la formulation, on est sur l'usage, enfin le traitement de données sensibles n'est pas interdit si l'une des conditions est remplie. Et dans ce cadre-là, l'idée, c'est de se dire, bah, si en fait j'ai des données sensibles qui se glissent involontairement dans mon SIA, je ne vais pas être dans l'illégalité. Le cas concret, c'est j'échange avec un chatbot sur n'importe quel sujet, je vais lui fournir des informations sensibles me concernant, par exemple le fait que je sois malade et que j'ai telle ou telle maladie. Je ne vais pas être dans l'illégalité parce que concrètement, on m'a remis cette information-là. Par contre, pour en bénéficier, pour dire que là, pour le coup, j'ai le droit de collecter cette donnée sans que ce soit une vraie collecte, mais en fait, elle est fournie de façon résiduelle, j'ai trois grandes conditions qui ne sont pas toutes petites. La première, c'est qu'il faut que je prenne des mesures pour empêcher le traitement de données sensibles à chaque étape. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que mon chatbot doit dire nous vous rappelons, ou je dois avoir des petites mentions à droite à gauche disant je vous rappelle que vous n'êtes pas censé nous fournir des informations concernant votre état de santé, si en fait on discute pour un prêt immobilier. Concrètement, au moment de l'établissement d'un prêt immobilier, au tout démarrage, je ne suis pas censée donner des informations sur mon état de santé. Pour les assurances, c'est un autre sujet. Ensuite, je dois mettre en deuxième condition la suppression de données sensibles qui seraient identifiées malgré ces mesures. Donc, ce qui veut dire que je dois avoir des scans réguliers sur les données. Et là où ça va devenir très compliqué, c'est sur des LLM ou des modèles de SIA très complexes, où là, concrètement, on sait quelles données il va avoir avalées, mais on n'est pas capable de l'isoler dans le SIA, puisque par définition, c'est une énorme boîte noire qu'on n'est même pas en mesure de comprendre. Donc,
quand on va être sur des jeux de données et des datasets, je peux la supprimer. Mais en fait, ce qui va avoir appris avec cette donnée-là et ce que ça va avoir modifié, ça concrètement, je pourrais pas le supprimer. C'est une condition qui me semble très difficile à mettre en œuvre en fonction de la complexité du SIA que vous allez construire. Mais si cette suppression elle exige des efforts disproportionnés, on vise ce cas-là, bah là en fait, je dois empêcher toute utilisation pour produire des résultats, toute divulgation ou autre mise à disposition à part des tiers. Donc ça veut dire que dans ma boîte noire, je dois avoir finalement donné une instruction un peu générique qui est de dire si tu constates une donnée un peu sensible que tu n'es pas censé avoir récupérée, bah tu vas devoir la supprimer et en tout cas t'interdire de la refournir à n'importe quel moment dans une interaction avec un tiers. C'est pas hyper simple. Et là encore, on a de beaux jours devant nous en termes de travail parce que c'est un point sur lequel il va y avoir beaucoup de conseils pour arriver à bénéficier de cette exemption. Alors, comment je fais pour entraîner mon IA par intérêt légitime? Donc là, il y a 3 étapes. Une première étape qui est de vérifier si j'ai un cas d'exclusion qui va s'appliquer. Donc, vérifier s'il y a une autre disposition d'un droit, mais ça peut être même d'un droit national. Je dois ensuite faire une analyse d'intérêt légitime qui va démontrer une disproportion avec les droits des personnes concernées. Si oui, il faut que j'utilise une autre base, typiquement le consentement. Sinon, je vais pouvoir continuer. Dans ces cas-là, je mets en place les garanties minimales, minimisation, protection contre la régurgitation, transparence accrue et opposition sans condition à la collecte. Et puis, si tout est bon, je vais continuer et là, je passe à l'étape 3. Filtrer les données sensibles, filtre à la collecte, supprimer s'il y a une détection ultérieure et la suppression, si la suppression exige des efforts disproportionnés, j'empêche toute utilisation pour produire les résultats et toute divulgation ou autre mise à disposition de tiers. Donc ça, c'est finalement ce qui est dans la proposition. Maintenant, on va passer au document qui est annexe et qui traite concrètement et uniquement de l'AI Act, puisque là, on était vraiment encore sur de la donnée à caractère personnel au sens du RGPD et des dispositions qui le concernent. Donc, je vous propose qu'on passe déjà, il y a 2 volets, hein, on va faire des focus sur des points qui sont vraiment très structurants de modification, et puis il y a des ajustements qui sont assez transversaux, si je fais ma bonne conjugaison, pardon. Donc, sur les ajustements qui sont transversaux, le premier d'entre eux, et qui a fait le plus de bruit, c'est l'entrée en application. Donc là, dans la version initiale, j'avais un calendrier rigide d'entrée en application avec une entrée en application par vague sur 6, 12 ou 36 mois selon les obligations. Donc concrètement, on avait août 2024, ensuite j'avais février 2025, août 2026, février 2020, août 2025, ensuite février 2026 et août 2026, et puis ensuite après sur 2027. Là, j'ai un assouplissement général de l'entrée en application qui dit, en fait, l'entrée en application, elle sera conditionnée à la disponibilité des standards. Donc concrètement, si je n'ai pas le standard qui est disponible, et si je n'ai pas les guidelines de l'AI Office qui sont associés, qui sont disponibles, je n'ai pas l'obligation qui est entrée en application. Alors là, on va avoir un vrai sujet, à nouveau, c'est par rapport au délai de validation du paquet, c'est que concrètement, cette validation risque d'intervenir après les entrées en application qui se sont déjà faites de façon rigide. Donc, on est de toute façon là dans une mise en conformité, d'une non-conformité de ces entreprises qui est finalement un peu involontaire, mais qui est contrainte parce que je vais faire des choses, mais j'ai pas les guidelines qui sont associés. Et que finalement, quand on vous dit mettre en place un management de la qualité ou voilà les systèmes d'intelligence artificielle, voici une définition globale, mais qu'on ne rentre pas dans les considérations techniques d'une définition précise d'un SIA et qu'on vous demande de mettre en place toutes ces mesures, par définition, ça devient un petit peu compliqué. Ça, c'est le premier ajustement. Le deuxième ajustement, il est sur la problématique des pouvoirs. Donc là, en fait, on a des nombreux actes d'exécution, d'actes délégués qui sont censés être pris par l'AI Office, qui a d'ailleurs une assez grande liberté de ce point de vue-là pour prendre des éléments, et même la commission, sans même repasser par tout le processus législatif pour adapter un certain nombre d'éléments.
Et là, on va avoir un sujet parce que c'est superposé avec d'autres textes européens, ça vient se confronter et on avait un certain nombre de problématiques. Donc ce qu'on a fait, enfin ce qu'ils proposent en tout cas, c'est une suppression de certains pouvoirs qui seraient non nécessaires. Alors d'abord, un pouvoir qui concerne, donc je vous ai listé les 4 articles, mais de façon très très macro. Le premier, c'était sur la transparence des contenus générés. L'article 50, on habilitait la Commission à adopter des actes d'exécution qui précisent les modalités supplémentaires du marquage. Et là, on s'est rendu compte que finalement, ça revenait à créer un futur cadre technique très lourd qui existerait en parallèle de normes harmonisées qui sont les normes SEN-SENELEC. Donc, en fait, on venait créer une nouvelle, un nouveau type de marquage et d'habilitation et de modalités supplémentaires pour ce marquage, alors que concrètement, il y avait déjà des choses qui existaient. Donc, finalement, on avait une espèce de double couche normative redondante qui n'avait absolument aucun sens. Le deuxième point, c'est sur l'article 56, sur lequel on avait les organismes qui étaient notifiés. Donc là, la Commission pouvait adopter des spécifications supplémentaires qui concernaient des critères de désignation ou de fonctionnement d'organismes notifiés chargés de certifier les SIA à haut risque. Là, on fait un peu différemment. On va utiliser une annexe qui existe depuis longtemps, qui sont en fait les codes NANDO, qui permettent justement de classifier tous les organismes au niveau international. Donc là, ça permet d'avoir une vision totalement internationale, de permettre de classifier ces organismes notifiés. Et donc là, en fait, ça a un peu plus de sens puisqu'on utilise des choses qui existent déjà. Ensuite, on avait sur l'article 69 des actes délégués possibles sur la documentation technique. Donc, en fait, on pouvait modifier ou compléter à son bon vouloir via des actes délégués la documentation technique obligatoire, notamment sur les SIA à haut risque. Donc, en clair, on pouvait élargir ou préciser des exigences. Donc là, on supprime cette possibilité-là. Ça ne veut pas dire qu'on supprime l'obligation de créer de la documentation technique, je vais y revenir juste après. Mais par contre, on va supprimer la possibilité qu'elle soit modifiée un peu tous les jours, ce qui finalement, dans le cadre de ces actes délégués, à nouveau, pas de process réglementaire, d'adoption hyper complexe. Donc ça voulait dire du jour au lendemain, ma doc technique qui avait été construite à un instant T, j'avais pas forcément tout à revoir sur le passé, mais il fallait que je change de façon. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt aussi une très, très bonne nouvelle. Enfin, il y avait l'article 72 qui permettait à la Commission d'adopter des conditions complémentaires pour assurer l'application uniforme du règlement. On a considéré que c'était une clause un peu fourre-tout, que ça faisait encore du texte pour pas grand-chose et donc ça, ce point-là, là aussi, est supprimé. En termes de gouvernance européenne, l'AI Office, on va lui étendre ses compétences. Jusqu'à maintenant, il supervisait principalement les GPAI à risque systémique. Pour rappel, tous ceux qui faisaient 10 puissance 29 flops. Là, on va l'étendre les compétences à une supervision renforcée sur les GPAI, mais aussi à toutes les IA qui seront intégrées dans des plateformes systémiques. Pour rappel, les LLM qu'on connaît aujourd'hui, les grosses plateformes que vous connaissez, sont aujourd'hui des plateformes à risque systémique. Donc, dès lors que je vais intégrer un morceau ou intégrer justement un bout d'une plateforme systémique dans autre chose, on va avoir une supervision qui est supérieure. Et puis, j'ai un pouvoir de coordonner les sandbox, on va y revenir très rapidement, juste après. Ça va avec la suppression un petit peu des frontières sur cette partie sandbox. Donc, les autres modifications transversales, si on passe à la slide suivante, la première d'entre elles, et qui est absolument énorme, c'est la partie AI literacy. C'était un article qui était très embêtant parce qu'en fait, il imposait aux entreprises de former et de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs aux usages de l'intelligence artificielle et donc aux risques qui y sont associés. Autant vous dire que ça, en fait, on a considéré, un peu comme sur le RGPD, que c'était pas du domaine de chacune des entreprises. Alors, bien sûr qu'on va devoir les former, mais former pas tout le personnel, former les personnes qui vont avoir accès à des SIA qui vont présenter un certain nombre de risques. Mais là, finalement, on était presque sur un rôle je dirais, de
de rendre accessible un sujet un peu complexe à tout le monde, ce que fait finalement la CNIL aujourd'hui en matière de RGPD, c'est-à-dire qu'elle va sensibiliser le grand public aux risques sur ces sujets-là. Bah là, finalement, on va le donner à la Commission et aux États membres, ce rôle de promotion de l'usage de l'intelligence artificielle et des grands risques qui y sont associés. Ensuite, on a l'extension des projets transfrontières et donc des capacités pour les AI Office de créer des sandbox européennes. Donc ça, c'est pas mal parce qu'en fait, effectivement, on va supprimer un certain nombre de choses. Ensuite, on a la possibilité du real world testing, donc de pouvoir tester sur des jeux de données réels qui sont élargis au SIA qui relèvent de l'annexe 1. Pour rappel, tous ceux qui relèvent de l'annexe 1, je suis désolée, je vais vite, mais parce que je vois qu'il nous reste un petit quart d'heure et on a encore plein de points à voir. Sur ces SIA qui relèvent de l'annexe 1, on est sur tous les SIA, vous savez, qui sont avec des systèmes embarqués. Donc les jouets connectés qui ont un système d'intelligence artificielle, les ascenseurs qui vont avoir un système d'intelligence artificielle. Enfin, on est sur toute cette liste-là. On est sur des produits qui ont un SIA embarqué. Ensuite, on va avoir une exemption d'enregistrement. Alors attention, c'est pas une exemption générique. En fait, c'est sur certains SIA qui sont initialement comme topés comme étant à haut risque parce qu'ils rentreraient a priori dans les conditions de l'annexe 4, mais finalement, on se rend compte en tant qu'entreprise que ils sont pas tant à haut risque que ça, parce que quand j'ai fait mes analyses de risque, finalement, le risque est résiduel. On avait la possibilité, dans ce cadre-là, de demander à ce qu'ils aient un risque moins élevé, mais on gardait l'obligation d'enregistrer au sein de au niveau de l'AI Office, le SIA. Donc, il y avait des modalités administratives qui étaient quand même assez lourdes, quand bien même on avait identifié que finalement, même si le SIA avait été classé comme étant à haut risque à la lecture vraiment mot à mot de l'annexe du RIA, là finalement on va simplifier, on va dire bah, en fait si on estime que le risque est très limité, l'obligation d'enregistrement saute. Et ça c'est un point qui est assez intéressant. Ensuite, de façon assez transverse, on va avoir un régime qui va être allégé, qui va être étendu aux ETI. Alors, en fait, pour les PME, tout ce qui était management de la qualité des SIA et tout ce qui était documentation technique était d'une certaine manière un petit peu allégé pour les PME. Bon, bah, là, on va élargir aux entreprises de taille un peu plus élevée cette possibilité. Alors, attention, là aussi, il y a des conditions et toutes les entreprises ne seront pas exemptées de toutes leurs obligations. Voilà. Quand on dit régime allégé, ne veut pas dire régime inexistant. Donc justement, si on en revient à cet article 63 avec l'allègement des obligations relatives aux PME. En fait, ce qu'on dit, on ne dit pas le management de la qualité des SIA doit disparaître, on dit qu'il doit être adapté. Donc c'est la nouveauté qui s'étend aux entreprises de taille un peu plus intermédiaire. On dit qu'il va être modulable selon la taille, le rôle et le niveau de risque. Donc en réalité, là, je vais faire en tant qu'entreprise un calcul coût, risque, avantage et en fonction de mon organisation, évidemment, on ne va pas me mettre en place 14 comités dans une TPE-PME, alors que si on est chez le plus gros assureur mondial, bah, évidemment, je vais avoir une organisation un peu plus complexe à mettre en place. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va avoir une reconnaissance explicite de tous les systèmes de qualité existants. Donc le 27001, mais surtout le 42001, qu'on va ériger comment dirais-je, en référence pour dire, bah, en fait, si vous êtes compliant ou si vous êtes certifié 42001, on va considérer que vous avez rempli votre obligation de mettre en place un management de la qualité des SIA. La documentation requise, on ne va plus avoir un modèle uniforme imposé à tous. Là encore, en fonction de la taille, on va faire quelque chose qui soit beaucoup plus réaliste et adapté à la taille de la structure. J'avance très rapidement sur les données et la gouvernance des données, où là, en fait, bah, qu'est-ce qu'on va avoir? On avait
la possibilité de ne traiter les données sensibles que pour détecter et corriger des biais, ou dans les SIA à haut risque. On en a parlé. On a nos 3 conditions, donc je ne vais pas revenir dessus parce que là encore, c'est modifié de ce point de vue-là, mais c'est le point qu'on a vu tout à l'heure concernant l'utilisation des données sensibles. Donc passons au point suivant qui est là pour le coup, je trouve assez intéressant. C'est sur la transparence et le marquage des contenus générés par IA. Donc ce qu'on avait, c'est qu'on avait, dans le cadre de l'article 50, une obligation générale que tous les fournisseurs intègrent un marquage machine readable dans les contenus générés par IA. Donc ça devait être appliqué immédiatement selon le calendrier de l'AI Act. Autant vous dire qu'on a eu une levée de bouclier pas possible, puisqu'en fait déjà les fournisseurs n'arrivent pas à comprendre quelles sont toutes leurs obligations autant en termes de l'AI Act, mais alors là pour le coup, arriver à trouver des mises en œuvre techniques, là ça devenait un petit peu compliqué. Donc on ne supprime pas cette obligation, pas du tout. Par contre, on introduit une période transitoire de 6 mois avant toute mise en conformité obligatoire. Donc là, on adapte le modèle et il faut l'avoir en tête dès maintenant, mais on n'aura pas de sanctions sur ce sujet-là dès le mois de février 2026. Dernier point, et j'en aurai terminé sur cette partie des SIA, ce sont sur les organismes notifiés. J'en ai un petit peu parlé. On avait des process qui étaient complexes. Chaque État membre devait désigner les organismes notifiés pour évaluer le SIA à haut risque. Et donc là, on crée finalement une annexe harmonisée et tous les organismes notifiés seront désormais classés via un code harmonisé européen qui est finalement similaire au système qui est utilisé dans les directives machines ou les directives dispositifs médicaux. Et donc, on va avoir une espèce de procédure transitoire qui va permettre en fait aux organismes existants d'être prévalidés avant la finalisation des standards, ce qui devrait permettre d'éviter un vide juridique où on aurait une période transitoire dans laquelle on n'aurait toujours pas d'organisme qui permettrait de se voir notifier les SIA à haut risque et qui puissent les évaluer. Et finalement, de permettre aux États membres de faire une désignation très rapide des organismes et qu'on puisse démarrer beaucoup plus tôt. Donc ça c'est l'idée. Mais à nouveau, avec en face un corpus réglementaire un petit peu particulier. Je t'en prie, Martin, très rapidement sur les DPA et violation de données. Il va falloir qu'on fasse très très vite. Alors, on enchaîne assez rapidement. Déjà, parlons des violations de données. Alors ici, on a 3 éléments. On a d'une part le délai de notification qui passe à 96 heures. Donc, pour les week-ends, avec un jour férié le lundi, c'est quand même plutôt pratique. Deuxième élément, on a le niveau de risque en fait, qui change. C'est-à-dire que plutôt que pour un risque, je notifie l'autorité de contrôle et un risque élevé, je notifie aussi les personnes concernées. Là, c'est dès lors que j'ai un risque élevé, je notifie les autorités et les personnes concernées. Donc pour chaque violation de données, il va vraiment falloir se poser la question, quel est le niveau de risque? Est-ce que je prends l'initiative de notifier la CNIL, les autres autorités nationales, le cas échéant, et les personnes concernées, avec tous les dommages réputationnels que ça peut entraîner. Dernier élément, cette notification ne se fera plus directement auprès des autorités de contrôle, mais se fera par le point d'entrée unique, le guichet unique qui est prévu par NIS 2, pour les notifications d'incidents de sécurité. Donc ça, c'est une mesure vraiment de simplification. Plutôt que faire une notification CNIL, une notification ANSSI, ce sera une seule notification, c'est quand même plus simple. Ok, ça ce sont les violations de données, donc un régime généralement plus assoupli. Et concernant les PIA, on passe d'un régime où chaque autorité de contrôle publie ou ne publie pas des listes de PIA obligatoires ou exemptées, donc ce qui est quand même assez compliqué dès lors que vous avez des activités transfrontières sur tout le marché européen. Là, à l'inverse, on va avoir le Comité européen de la protection des données qui va publier une liste unique par le biais de la Commission et qui sera consultable facilement en ligne, ce qui permettra de savoir si, oui ou non, je dois faire un PIA ou si je peux bénéficier d'une exemption. Donc ça, vraiment une mesure de bon sens qui va nous faciliter la vie. Voilà, rapidement. Ce qui nous amène justement, voilà, ce qui nous amène à la conclusion et un petit peu
à ce qu'on peut retenir finalement de la lecture de ce texte. En pratique, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour les entreprises une responsabilité qui est sensiblement inchangée. Donc en fait, on a entendu un détricotage complet et des cris de détresse des DPO. Alors en fait, en réalité, il y aura probablement plus de charges de travail pour les DPO, hein, mais en fin de compte, il n'y a pas de détricotage complet du texte, il y a des amendements au cas par cas. Il y a effectivement des obligations qui sont réduites, mais qui finalement font un peu de sens sur les données pseudonymisées, sur des demandes d'accès qui étaient excessives. On l'a vu hein, dans le cadre de contentieux prud'homo, des choses qui étaient complètement hallucinantes. Sur l'entraînement aussi et l'exploitation de systèmes d'intelligence artificielle, et puis de quelques facilités administratives avec notamment ce fameux guichet unique pour les violations de données, ce qui là va vraiment être plutôt, je pense, un élément très positif pour les DPO. En revanche, pour les DPO, justement, un travail de conformité qui est toujours extrêmement important, avec des nouvelles exceptions et des exclusions qui vont devoir être justifiées et vérifiées au cas par cas. Donc ça risque d'être quand même assez lourd. Des obligations qui vont être aussi moins hétérogènes. Donc ça, c'est plutôt positif pour la partie cookies et DPIA. Et puis, des obligations qui sont plus lisibles puisque finalement, on va codifier une partie de la jurisprudence cookie et sur la partie cadre IA, on va clarifier un certain nombre d'éléments, quand bien même, à nouveau, on a cette espèce d'incertitude en fonction du calendrier, donc qu'il faut avoir en tête. Ensuite, sur le texte, on en a parlé très rapidement. Sur le processus législatif, je reviens pas dessus, mais évidemment, il va y avoir des amendements probables. Il y aura pas, enfin la possibilité, et nous on l'a estimé comme relativement faible de rejet. Mais par contre, des modifications, ça il est bien possible qu'il y en ait encore. Alors des modifications qui peuvent être effectivement, est-ce que c'est une brèche et une ouverture dans laquelle les lobbyistes vont se jeter à corps perdu là du coup dans une obligation où il resterait à essayer de limiter encore la portée du RGPD ou au contraire, là, à l'inverse, on aura des associations comme Neub qui vont finalement construire des dossiers avec des actions de plus en plus complètes qui nécessiteront encore des amendements. Voilà, donc ça, on ne sait pas. Ensuite, effectivement, on va avoir les recours juridictionnels, donc avec beaucoup d'actions devant la CJUE. Hein, on peut avoir une violation possible des chartes des droits fondamentaux de l'UE, mais surtout, on risque d'avoir des dossiers par l'association Neub encore elle, et enfin, là où on a le plus, j'ai envie de dire, d'incertitude, c'est la doctrine des autorités. Puisque concrètement, quand bien même vous allez avoir des modifications de texte, on risque d'avoir des interprétations peut-être plus restrictives des autorités de contrôle qui ont une tendance, elles, aujourd'hui, à interpréter le texte de façon extrêmement dure sur certains aspects et en tout cas très en faveur des personnes concernées, notamment si on se positionne sur le sujet du droit d'accès. Aujourd'hui, on a de la jurisprudence qui est en totale contradiction avec cette proposition. Donc concrètement, à voir comment tout ça va s'organiser sur les prochains mois. Ce qui est sûr, c'est que l'incertitude est toujours là. J'en profite puisqu'il me reste 2 minutes pour vous dire que nous aurons le mercredi 17 décembre un webinaire sur le sujet des systèmes d'intelligence artificielle, comment bâtir ce fameux registre que l'AI Act va exiger, étape par étape et son contenu, et qu'on sera ravis de vous y retrouver. Je n'ai pas vu d'autres questions supplémentaires. Si je vois Alan qui a posé une question sur les cookie walls et des sites internet qui forcent un abonnement en cas de refus des cookies marketing. Martin, tu as 1 minute pour répondre et nous aurons terminé ce webinaire puisqu'a priori, il n'y a pas d'autres questions. Alors, Si tu as pour la les réponse cookie à la walls, le question. sujet n'est pas abordé dans le texte, mais le sujet n'est pas abordé dans le texte, mais il y aura forcément des interactions avec ces standards de consentement OS et navigateur. Donc, à voir comment ça évolue. Voilà. Ok. Est-ce que... Alors, je crois que Marine nous a quittés.
Est-ce que nous avons d'autres questions? Non, je n'en vois pas. Bon, eh bien, écoutez, en l'absence de Marine ou le temps qu'elle se reconnecte, merci à tous. Merci pour votre présence et votre écoute. Excellente journée à tous. Au revoir.